Bienvenue sur Ultra Mental, le podcast de référence en préparation mentale dans l'univers du trail running. Ici, chaque semaine, je reçois des athlètes, des experts et des passionnés pour des échanges inspirants autour d'un même sujet, comment développer un mental solide, performant et serein sur les sentiers comme dans la vie. Vous trouverez ici des clés concrètes, des histoires puissantes et peut-être même un peu d'inspiration pour repousser vos limites. Moi, c'est Pierre, je suis préparateur mental spécialisé dans les sports d'endurance et j'accompagne les sportifs, mais aussi les entrepreneurs et les dirigeants à aligner leur mental pour performer avec plus de fluidité. Allez, je vous laisse maintenant avec mon invité de la semaine. N'oubliez pas de liker, partager et commenter cette vidéo, c'est super important pour son référencement. Allez, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir ce soir de recevoir Johan Beaujard. Salut Johan, comment vas-tu? Salut Pierre, merci, ça va bien. Merci à toi de me donner ton micro. Ouais, bah, je t'en prie, avec plaisir. Bah, j'aimerais bien que ce soit vraiment en vrai, mais bon, on se contente, c'est déjà pas mal de la visio, c'est déjà cool. Donc, Johan, en guise de petite présentation, donc tu es l'un des athlètes les plus singuliers quand même, mais aussi les plus doués de ta génération. Tu as été sélectionné cette année en équipe de France. C'était pas une première, mais ça faisait quelques années en trail court. Après une belle quatrième place au championnat de France. Derrière, Fred Tranchant, futur champion du monde, Sylvain Cachère et Thomas Butez. Donc, bon, bah, pas des peintres, quoi. Ce qui t'a permis d'aller disputer, entre autres, les championnats du monde, où tu prends une belle 16e place en individuel et une très jolie médaille d'argent par équipe. Donc, comme tu me le disais en préparant l'épisode, tu avais déjà été en sélection pardon, en France il y a 10 ans. Comment tu as vécu 10 ans plus tard cette sélection? Il y a 9 ans, en junior, en 2016, j'étais en équipe de France de course en montagne. Comment je l'ai vécu? Ben, super bien, parce qu'on avait un groupe qui a vraiment marché. Il y avait une sorte d'alchimie où ouais, ça a vraiment matché entre les personnes et même entre les différents groupes, que ce soit hommes-femmes, court et long. Donc hyper cool. Il y avait une grosse émulation, une grosse envie de bien faire. Tu sens qu'il y a, enfin, comme je l'ai dit plusieurs fois, un peu enfin, je me surprends à le redire, mais un esprit équipe de France où voilà, tu sentais que c'était pas, on n'était pas là par hasard, où on n'était pas à se dire que c'était moins important que Chamonix. Là, vraiment, tout le monde avait ultra envie d'être là et de bien faire. Et du coup, c'était une expérience humaine que j'ai trouvé moi incroyable et sportive aussi parce que le parcours était grandiose. C'est un vrai beau parcours de trail. Enfin, en tout cas, moi, ce que j'appelle un vrai parcours de trail. C'était montagneux, c'était varié. Il y avait tout, du technique au roulant, enfin, voilà, je trouve que ça récompensait vraiment des profils qui étaient très polyvalents et c'est pour moi l'essence du trail. Donc, voilà, c'était super. Yes. Et du coup, 10 ans entre tout ça, mine de rien, enfin, t'es encore jeune, mais tu as 9-10 ans au plus haut niveau. En préparant justement l'épisode, c'est ce que tu me dis d'emblée, c'est que c'est pas 10 ans de long fleuve tranquille. On va pas les résumer en une heure. Mais pour en arriver gentiment à comprendre un petit peu quel athlète tu es, quelle personne tu es, est-ce que tu peux un peu te présenter dans les grandes lignes avec ce que tu as envie de nous dire? Ouais, alors par où commencer? Je dirais que la première chose, c'est que je suis un amoureux de la montagne et un passionné des sports, en général des sports qui se font en extérieur, même si j'aime bien d'autres sports qui peuvent me toucher par d'autres aspects. Mais voilà, je viens du ski. J'ai commencé par l'alpin étant gamin. Ensuite, j'ai bifurqué sur le fond parce que j'avais de bonnes qualités en course à pied dès assez jeune. Du coup, j'ai été repéré par des entraîneurs de ski de fond qui m'ont dit, toi, tu peux faire potentiellement des belles choses en ski de fond. Du coup, je me suis un peu laissé embrigader. Au final, en fait, en ski de fond, on fait énormément de courses à pied. On faisait du trail avant que le trail existe, on va dire. En tout cas, à l'échelle d'aujourd'hui, même s'il y avait plein de courses qui existaient déjà, mais c'était pas du tout aussi popularisé. Mais en tout cas, on courait déjà beaucoup en montagne. Et du coup, c'était assez naturel de bifurquer sur du trail à la fin de mes années jeunes de ski de fond, où là, c'est soit tu es en équipe de France, soit tu arrêtes, grosso modo. Moi, j'étais pas du tout
dans les collectifs nationaux. Du coup, voilà, j'ai eu envie de tester un peu cette aventure à pied, qui déjà, comme je l'ai dit, me réussissait plutôt bien par rapport à mes copains d'entraînement de l'époque. Et sur les courses locales, je sentais que j'avais un petit truc qui était cool. Et voilà. Et suite à ça, en fait, j'ai tenté la sélection d'équipe de France en 2016. C'est passé. Et depuis, du coup, je poursuis ma route. Je poursuis ma route, parfois une route bien sinueuse, parfois une route un peu plus peut-être pas facile, mais Un peu plus lisse. disons que ouais, voilà, j'arrive à rouler plus vite parfois. Et voilà, donc comme tu le disais, ça n'a pas été du tout linéaire parce que au début, je pense que j'ai démontré un gros potentiel, mais en fait, c'est là que tout commence, quoi. C'est-à-dire Mm. tu vois, typiquement, récemment, j'ai lu le bouquin de Patrick Mouratoglou. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. C'est Ouais, un, oui, l'entraîneur de tennis assez connu, oui. ouais, ouais, qui est assez connu et qui se démarque justement par son approche mentale. Il se dit vraiment qu'il est presque plus dans l'entraînement mental que dans l'entraînement technique et physique, parce que de Ouais, ouais, base, ouais. euh, il est pas aussi capé que peut l'être un entraîneur qui a fait du haut niveau ou quoi. Mm. Et, euh, et si je disais ça, c'est parce que il disait que le talent, ça peut être le pire ennemi d'un athlète. Mm. Et j'ai un peu l'impression que c'est ce qui m'est arrivé, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont bien marché. Ça a généré pas mal d'attentes de mon entourage et de moi-même, surtout de moi-même. Et du coup, après, tu fais pas mal de choses pas comme il faudrait les faire. Tu te précipites un peu, voilà, et c'est là que la route devient bien sinueuse. Mm. Donc voilà, je résumerai brièvement mon parcours à ça. Et puis là, du coup, depuis 1 an et demi, 2 ans, ça se lisse un peu plus. Et voilà, donc je suis là. Pas mal, pas mal. Bien, bon, bon résumé. Bah, on a été mis en contact. Je te connais par tes résultats, mais on se connaît pas personnellement. On s'est presque croisé une fois dans ton fief à Valouise, parce que j'ai quelques attaches aussi dans le village, comme je t'avais raconté, qui a rien à voir avec le sport d'ailleurs à la base. Et donc j'ai interviewé Lydian, ton entraîneur, et qui est très très chaud sur le sujet de la prep mentale et qui est en train de se former aussi sur le sujet. On partage cette vision que, bah moi je suis pas entraîneur, hein, je suis pas coach à la base, mais que on peut pas ne faire que courir des gens pour être bon. Enfin, je veux dire, c'est une approche globale de la personne. C'est comme de dire, bah ça sert à rien de bien manger pour performer. Bah si, ça sert aussi. Ça sert à rien d'être bien dans sa peau pour performer. Bah si, ça sert aussi. Donc voilà, c'est un peu global. Mais et du coup, ton nom était revenu pas mal de fois, donc je t'avais contacté suite à ça dans notre échange. Euh, à quel moment, bah là on sent déjà que rien qu'avec ta présentation, du cérébral dans ta réflexion, qu'il y a un peu plus de profondeur. Et à quel moment, déjà, est-ce que tu t'es intéressé à la préparation mentale? Et si oui, quand? Et peut-être pour quelle raison? Je pense que je m'y suis intéressé assez vite, ou en tout cas, j'ai assez vite compris que c'était crucial. Déjà parce que, comme tu le dis, je suis assez cérébral. J'ai vite identifié on peut dire, sans connotation négative, mais une sorte de complexité un peu psychologique, où je sentais que je suis pas du tout le profil qui réfléchit pas, qui avance tête baissée et qui regarde l'objectif en se disant ouais, génial, tout va bien et en avant. Au contraire, je suis beaucoup à m'interroger sur le pourquoi des choses. J'ai vraiment besoin que c'est un sens. Tu parlais de globalité et pour moi, c'est vraiment le sport, c'est un chemin. En fait, si je trouve qu'il a raison d'être, c'est parce que je sens que je me développe par plein d'aspects à travers le sport. Et ça, je trouve que ça a le mérite et ça explique son existence. Il y a eu certaines fois où je me suis demandé, mais en fait, le sport, ça sert à quoi? J'avais parfois l'impression que c'était une compétition d'ego ou parfois c'est juste un énorme business ou parfois c'est juste un énorme spectacle où on divertit des gens. Mais en fait, quand tu reviens à l'individu, tu te rends compte que c'est un parcours de vie, une aventure qui est immense et tu développes tellement d'aspects au-delà juste de
de ta perf du jour J. Donc voilà, du coup, j'ai vite eu des réflexions un peu là-dessus qui m'ont fait m'intéresser au sujet. J'avais eu mon premier prépa mental il y a 5 ans. À l'époque, j'étais dans une autre équipe et on était déjà à essayer d'aller grappiller un peu des moyens de progresser. Et j'avais apprécié cette personne qui s'appelle Claude Crétier et qui était prépa mental en équipe de France de ski alpin. Il bossait avec Pinturo, tu vois, avec vraiment Ok. des mecs qui ont réussi et j'avais senti ouais, une expertise, mais à la fois une compréhension aussi des problématiques qu'on pouvait rencontrer un ou une jeune athlète. Voilà, et du coup, ça m'avait vraiment parlé. Et voilà, ensuite, j'ai aussi fait appel à des psys à certains moments parce que je sentais que la prépa mentale très technique, c'était pas ce dont j'avais besoin. J'avais besoin de quelque chose de plus porté sur enfin, des choses plus profondes, plus ancrées, aller faire un travail encore plus sous-jacent que Ouais, juste utiliser juste un de la. outil pour. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Du coup, voilà, ouais, ça m'a vraiment fait évoluer quand même moi, ça m'a fait évoluer en tant qu'individu, mais aussi dans mon rapport à la psycho et à la prépa mentale. Voilà, et puis là, depuis 1 an et quelques, je travaille avec une coach mentale, je vais l'appeler comme ça, parce que, encore une fois, on n'est pas sur de la prépa mentale, on n'est pas sur, c'est pas une psy, mais on a un peu de tout en même temps, c'est ce qui fait que ça me plaît autant. C'était sa prof en STAPS à Font-Romeu. Ok. Voilà, donc elle a vraiment une casquette psycho du sport. Et Ok. maintenant, elle a aussi une casquette prépa mentale. Et voilà, je travaille avec elle et j'adore ce qu'on fait. Vraiment, ça m'apporte beaucoup. Et voilà. Euh, ouais, c'est hyper intéressant parce que justement, bah, est-ce que, je sais pas, je vais imaginer un truc, mais si tu es détecté jeune, justement, parce que tu as, voilà, on a certains regards aguerris ont vu que tu avais un gros moteur et que tu avais un potentiel de faire des trucs dans l'endurance. Donc, c'est souvent comme ça que quand on voit, bah, si c'est dans l'endurance, tu as peut-être une équipe cycliste qui passe par là qui va te dire essaye le vélo parce que tu as un moteur, ça va bien aller. T'as un gars qui, si t'es Mm, en montagne, t'as peut-être un gars qui fait du biathlon ou du ski alpin ou plutôt du ski de fond qui mm, va dire, ah, bah, viens en fédé de ski de fond, tu vas voir, ça va bien aller. Si tu vois un trailer, bon, ça, ils vont tous de dire la même chose parce que de toute façon, t'as le mm. moteur. Donc, est-ce que justement, ça t'a permis peut-être de trouver du sens après, parce que peut-être quand on est trop jeune et qu'on va là parce qu'on est bon, il y a aussi ce côté-là, quand on est enfant, là t'es pas enfant, hein, t'es un peu plus qu'enfant, mais ça se retrouve, tu vois, souvent on dit, bah, j'ai fait ça parce que, je sais pas trop, mais en fait c'est parce qu'on est bon, quand on est bon dans quelque chose, en général on y reste, parce qu'on se remplit de quelque chose, parce que c'est quand même plus agréable que d'être très mauvais dans quelque chose. Et on y reste, et peut-être qu'après, chercher un sens par-dessus, ou c'est ça, peut-être ça que tu as eu besoin à un moment, enfin en tout cas au début. Ouais, bah là, putain, ouais, là, t'as tout dit. C'est que je me revois, quand je faisais du ski de fond, où en fait, j'étais passionné de ski alpin. Ok. Quand je faisais du ski alpin, j'avais mes potes. Le ski alpin, c'est trop cool. Tu tapes des Hmm. piquets, tu es avec tes potes. Ouais, ouais. La vitesse et C'est une tout. discipline qui est. Comment? Ouais, je disais la vitesse et tout. Enfin bref, c'est grisant, quoi. Ouais, c'est hyper ludique en fait. Et du coup, quand t'es gamin, c'est trop bien. Et du coup, quand j'ai bifurqué sur le ski de fond, ça n'a pas du tout marché autant que ce qu'on m'avait vendu. Et rapidement, je me suis rendu compte que j'avais pas choisi le ski de fond. J'étais pas allé vers le ski de fond parce que j'aimais ça. Déjà, j'en avais jamais fait avant. J'étais vraiment allé vers le ski de fond parce qu'on m'avait vendu quelque chose ou Hmm. promis quelque chose, un avenir un peu radieux ou voilà, on m'avait dit, toi, franchement, tu peux faire du haut niveau, tu as toutes les qualités d'endurance pour te battre avec les meilleurs. Et au final, là où c'était pas faux, c'est que je me suis rendu compte que au niveau des qualités en course à pied, j'étais dans les meilleurs de mon âge quand tu prends les skieurs de fond. Donc Hmm. on peut se dire que, ok, légitimement, on peut se dire, ouais, lui, si tu mets une super technique, ça peut être un super athlète de sa génération. Mais bon, au
final, il faut la super technique et il faut aussi tout un tas de petites choses qui font que tu es bon. Enfin, voilà, je ne vais pas les Mhm. résumer maintenant, mais bref. Et même après, j'ai eu ce même discours quand je me suis mis au trail, où au début, je me suis dit, mais en fait, je me suis mis au trail parce que j'étais bon là-dedans, alors que je l'étais pas trop en ski de fond. Et je disais quelque chose que, au final, je trouve un peu violent, mais je disais, ouais, je n'ai pas choisi le trail, c'est un peu le trail qui m'a choisi parce que j'étais bon, mais finalement, moi, ce qui me faisait rêver, c'était Martin Fourcade, tu vois, parce que du coup, j'avais acquis cette culture ski de fond et j'ai grandi avec ce mec à la télé. Mhm. Et j'ai vraiment appris à aimer le trail pour le coup. J'ai beaucoup réfléchi sur pourquoi, qu'est-ce que j'aime finalement dans le trail et surtout comment j'ai envie de faire du trail. Parce que j'étais arrivé dans le trail en me disant, OK, j'ai envie de performer parce que je sens que je suis bon. Typiquement, je fais de la course en montagne. Mhm. Mais j'ai jamais eu l'appétence pour la course en montagne. Je me suis jamais dit, la course en montagne, c'est trop bien. Mhm. Et là, ça fait que depuis, ouais, je dirais 3 ans où je suis beaucoup plus dans une pratique de, ouais, en fait, je kiffe trop ce que je fais et encore 3 ans, je pense que c'est même plus récent que ça parce que j'ai encore eu une pratique assez contraignante plus récemment, notamment quand j'étais chez Salomon. Là, je me suis vraiment enfermé dans une pratique assez contraignante pour faire de la perf, pour répondre à ce qu'on attendait de moi. Et j'étais pas du tout aligné avec le truc, quoi, avec ce que Ouais. j'avais envie de faire, avec comment je concevais les choses. Et là, aujourd'hui, je reviens beaucoup plus à quelque chose qui a du sens, à une pratique qui me fait envie, à- ouais, je suis vraiment cette conception du trail et je vais pas à Chamonix parce qu'il faut courir à Chamonix et que tout le monde est à Chamonix et qu'il faut que tu performes à Chamonix, quoi. Là, si je vais aux France, c'est parce que ça fait sens pour moi d'aller aux France, c'est pas parce que c'est les France. Et si je vais aux mondiaux, c'est pas parce que les mondiaux, c'est stylé et que j'en aurai plein de reconnaissance. Je vais aux mondiaux parce que là, je vais chercher une aventure sportive et humaine qui vraiment me prend aux tripes. Et voilà, c'est pas l'inverse, quoi. Ouais, alors t'as soulevé, il y a plein de choses là que j'ai envie de te poser comme question. Comment tu as déjà commencé à en parler? Comment tu abordes la performance? Justement, cet aspect performance où quand on a des athlètes comme toi qui sont très 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 tournés plaisir, et je dis, il y a rien de péjoratif jamais, de toute façon, je juge personne et encore heureux, mais quand vraiment ce qui te drive profondément, on le sent, je crois que tu as commencé à te présenter comme ça, t'aimes la montagne, quoi. T'aimes la nature, t'aimes la montagne. Ça a pas collé, entre autres chez Salomon, parce que bah, justement il y avait peut-être un carcan trop étroit, perf, pas comme tu l'entendais en tout cas. Comment toi tu l'appréhendes la performance? Parce que est-ce qu'il y a quand même des obligations à avoir, à faire pour être performant, ou est-ce que ça t'es peut-être dans une création toi un peu artistique de ta pratique? Je sais pas si voilà si c'est assez clair, mais comment t'abordes ça? Alors déjà, euh, je vais nuancer un peu ce que tu as pu comprendre, c'est que j'ai quand même un gros côté perf. J'ai une culture complète quand même qui est assez ancrée et je vais pas m'en cacher. Enfin, je veux dire, quand je suis le matin d'une course, j'ai envie de performer. Alors après, ça dépend ce qu'on met derrière performer. C'est quels sont les critères d'une performance? Ça, pour le coup, c'est discutable et c'est peut-être là où aujourd'hui Bah, j'ai des critères les tiens en tout qui cas, sont ouais. différents. Hmm. Ouais. Mais toujours est-il que c'est là, hein, je suis pas du tout à me dire, bah voilà, le matin, je regarde la météo, au doigt mouillé, je choisis mon entraînement, tu vois. Ouais. Du coup, j'ai quand même une logique de progression et de perf. Et chez Solomon, ce qui a pas marché, c'est la personne avec laquelle je travaillais, en tout cas qui gérait les athlètes à l'époque. Du coup, ça a changé, donc je veux pas du tout donner une mauvaise image à Salomon aujourd'hui. Mais Hmm. voilà, du coup, je dirais que c'est là où on s'est pas du tout trouvé. Mais du coup, Ok. pour répondre à ta question, attends, tu peux me la Ouais, bah alors elle reposer était longue et un pareil, peu. soit. Elle était longue, Ouais. mais c'était juste comment toi, tu perçois la performance, comment tu l'abordes, cette histoire de performance. Est-ce que c'est quand on met des dossards, on veut être le meilleur?
tout simplement, ou juste donner le meilleur de soi, ça suffit. Je sais pas, comment tu vois ça? En fait, le constat que j'ai fait, c'était que dans la compète, il y avait énormément de souffrance et énormément d'individus qui souffraient. Et ça, on le voit pas, parce que ce qui est montré, c'est la victoire, la réussite et tout. Mais en fait, quand tu creuses, et moi je le vois beaucoup autour de moi, et je l'ai vu aussi à travers mon parcours, en fait, il y a énormément de souffrance et il y a énormément de gens qui sont malades mentalement euh, parce qu'ils sont complètement prisonniers de cette performance et de être le meilleur, comme tu disais. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, mais c'est pas viable. Enfin, je veux dire, moi, j'ai pas envie de continuer dans ce fonctionnement-là. J'ai pas envie d'entretenir ce monde-là que je trouve à la fois horrible pour l'individu, mais contre-productif. Et enfin, tu vois, je fais beaucoup de parallèles aussi avec ce qui se passe dans notre société, avec le réchauffement climatique, avec notre rapport au travail, notre rapport à l'argent, ou tout. Où en fait, le sport, à travers le sport, tu comprends plein de choses. C'est juste une représentation, Hmm. c'est une représentation de ce qui se passe à l'échelle de notre société d'aujourd'hui. Du coup, je voulais pas continuer là-dedans, quoi. Et aussi parce que je pense que je pouvais plus m'imposer autant de souffrance pour être bon, pour performer, pour gagner, pour être vu, reconnu, choisi par une marque ou quoi, ou pour avoir je ne sais quel titre. Et du coup, c'est là où j'ai vraiment commencé à me dire, attends, euh, est-ce que j'ai une place là-dedans? Est-ce que en fait la compète, ça me convient? Est-ce que je me vois continuer ou est-ce que bah en fait j'ai rien à faire là et m'impose quelque chose qui a pas de sens pour moi et voilà en lequel je crois pas quoi. Et Hmm. du coup c'est là où j'ai commencé à chercher une autre manière de faire et du coup alors quelque chose juste que je voulais dire pour terminer sur la performance pour être le meilleur, je pense que c'est pas durable. Et quand je parlais de souffrance, je voulais aussi finir là-dessus en disant que je pense juste que c'est pas durable et tout ce qui n'est pas durable, je n'y crois pas et je ne vais pas dans cette direction. Tout comme le mode de vie des humains aujourd'hui n'est pas durable, c'est factuel. C'est là, si on continue à vivre comme on vit aujourd'hui, on va vers notre perte. Du coup, c'est pas durable. Et du coup, en fait, je me rends compte que ça, je l'attribue à plein de choses. Même un athlète aujourd'hui qui s'exploite, qui se blesse, qui est mal dans sa peau, qui a plein de troubles, on pourrait en citer pas mal, Hmm. et même un athlète qui va faire 5 voyages par an, en fait, juste, c'est pas durable. Et c'est ces questions que je me pose. C'est est-ce que ce que je fais aujourd'hui, c'est durable à mon échelle, c'est durable pour le monde, voilà. Donc, si déjà la réponse est non, je vais pas dans cette direction-là. Et du coup, tout ça pour dire que bah, c'est là où j'ai commencé à m'interroger sur comment faire autrement? Je sens que j'ai une place dans cet univers-là, je sens que cet univers-là me plaît, je sens que courir en montagne, ça me plaît, m'entraîner, ça me plaît, faire des courses, ça me fait rêver, mais plus ou pas avec des motivations tournées sur les autres, tournées sur une perf par rapport à d'autres, en fait, tourner sur de la comparaison, quoi. Et du coup, c'est ce que j'essaie de faire, c'est pas acquis, hein, je veux pas vendre le truc de ah, c'est bon, maintenant tout va mieux, je maîtrise le truc hyper bien et j'en ai rien à faire de ce que font les autres. Mais en tout cas, j'essaie vraiment de me construire mentalement comme ça et d'aller chercher de la performance par rapport à moi, d'aller construire ma pratique, mon entraînement par rapport à moi, par rapport à ce que j'aime, par rapport à ce qui me motive, à ce qui me fait rêver, à tout ça. Et je me sens beaucoup plus motivé, aligné, et voilà, et heureux, quoi. Bah, dis donc, c'est riche là tout ce que tu viens de me dire encore. Euh, tu disais, C'est développé. ouais, je me suis noté pas mal de trucs pendant que tu écrivais. Quand tu disais oui, pas s'imposer autant de souffrance, pour comprendre, c'est vraiment pas faire autant de compètes. Parce que pour comprendre, quand on est athlète élite pro voilà, dans un team, on choisit ses compètes, mais pas que. C'est à ça que tu veux faire allusion aussi, c'est que le team peut te dire, faudrait bien que tu sois là, ça serait bien que tu sois là, etc. Non, non, c'est vraiment de Non? la souffrance mentale.
Ah ok, Ouais, ah, ok, c'est d'accord. J'avais pris ça comme souffrance physique, trop de compète, quoi. Genre on crame non, un non, non, peu trop non. les athlètes. Ah non, non, c'est vraiment de la souffrance mentale. T'es tout le temps dans une forme de comparaison de c'est pas assez. En fait, Ok. moi, c'est vraiment des mots que je me répète à certains moments de juste c'est assez, en fait. C'est suffisant. Et je trouve qu'on vit très vite dans un contexte où c'est jamais assez parce que tu as toujours un mec qui fait mieux, tu as toujours Sûr. quelqu'un qui fait plus, quelqu'un qui fait différemment, quelqu'un qui est plus aimé, apprécié, qui progresse plus vite, qui voilà. Et en fait, je pense qu'on est beaucoup à être tout le temps dans une quête, enfin dans une quête qui est infinie, où finalement le mood, l'état d'esprit, c'est pas assez, donc je dois faire plus tout le temps. Et Et ça... Pardon. non, Vas-y, non, vas-y. vas-y. Non, non, mais je veux dire, tu l'attribues à Bah, qui? Excuse-moi, on est coupé on a une seconde de dé. Tu l'attribues à qui? C'est plutôt quelque chose que tu sens venir de l'extérieur, ce pas assez que tu ressens, qu'on te fait sentir ou qu'on volontairement ou involontairement, ou c'est quelque chose que toi tu t'imposes aussi un peu, qu'on s'impose des fois, on est ceux qui se jugent le plus durement aussi, hein, par moment. Donc c'est de quel côté que tu perçois ça? je pense que c'est beaucoup une question d'éducation. Et l'éducation, c'est bien sûr les parents, ce que mes parents m'ont transmis, c'est ouais, c'est ça, mais c'est aussi l'éducation de notre société. C'est que on grandit dans un monde où les choses sont à peu près comme ça, on s'imprègne des choses qui sont à peu près comme Hmm. ça. Et enfin, tu vois, enfin, je me souviens parce que c'est un peu des axes de travail que j'ai aujourd'hui avec la personne avec laquelle je travaille sur tous les aspects mentaux dont j'ai parlé au début. On parle pas mal justement de l'éducation, de l'école, de tout ça. Mais en fait, très jeune, t'es mis dans de la rivalité, t'es mis dans de la compète par rapport aux autres. Enfin, tu vois, le truc typique de tu rentres avec une note et tes parents, ils te demandent et les autres, ils ont eu combien? Et du coup, ouais, j'attribue vraiment ça à ça. Et Ok. enfin, vraiment, ouais, ce que tu me demandais à cette éducation, mais aussi au contexte actuel, c'est qu'aujourd'hui, quand tu es dans un team et que on te fait signer pour un an, bah, tu sais très bien qu'à la fin de l'année, si tu n'as pas répondu présent, tu sautes. Moi, c'est ce qui s'est passé chez Salomon, c'est qu'au début, bon, je parle de Salomon parce que du coup, c'est un exemple très concret et Oui, c'est ok. le dernier en date, mais on te fait signer au début pour un an en te disant ouais, t'inquiète, c'est pour toi, comme ça, si l'année prochaine ça marche, je peux te tripler ton contrat. Donc en fait, on te fait croire que c'est pour ne pas t'enfermer. Sauf que la réalité, c'est que ce qui s'est passé, c'est que l'année d'après, on m'a reconduit à égalité. Et l'année suivante, bah, je me suis blessé, je me suis pété de lombaire. Et là, bah, on m'a dit, bah, écoute, on n'a plus rien à se dire, on n'a plus rien à faire ensemble. Merci, au revoir, bon courage, quoi. Et du coup, ce contexte-là fait que tu es dans le c'est pas assez parce que tu es grosso modo tout seul. Alors, ça dépend des personnes, ça dépend. Aujourd'hui, je dirais plus que je suis tout seul, mais à l'époque, vraiment, je me sentais seul sportivement. Ok. Et du coup, ça fait que tu es dans cette logique de putain, je dois prouver, je dois faire plus. Dès que tu fais une course et que tu fais un résultat bien sans être très bien, tu te dis, ouais, putain, fais chier, franchement, j'ai besoin de faire plus parce que je sais que c'est pas avec ça que je vais maintenir mon contrat. Tu te dis, putain, si l'année prochaine je saute et que j'ai plus mon contrat, est-ce qu'on va m'en proposer un autre, machin? Est-ce que je vais devoir faire autre chose de ma vie? Enfin, tu sais, t'as tout un tas d'incertitudes qui fait que bah aussi le contexte t'aide pas à un moment donné à être plus serein, à te satisfaire de ce que tu arrives déjà à faire. C'est pas arrêter d'avoir de l'ambition et des objectifs, hein, mais c'est juste à te satisfaire déjà de ce qui là se passe et de ce que tu arrives à faire. Et du coup, voilà, bon, c'est Ouais. une réponse assez. Mais j'espère que ça répond à ta question. Ouais, bien sûr. Mais ça déborde justement sur le côté, sur qu'est-ce qu'on veut proposer à des athlètes pro, semi-pro, élite. On utilise beaucoup ces mots-là, mais déjà, faut compter sur les doigts d'une main, peut-être deux. Allez, les athlètes vraiment élites en France à 100%. Du coup, moi, je t'avais demandé ça. Toi, t'es athlète. Enfin, est-ce que tu as un métier à côté? Parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont aussi. C'est ton cas? T'es à 50-50? T'es à 100%? Comment tu fonctionnes? Je suis à 100% sport. Ouais, ok.
par choix, parce que voilà, je suis un peu de ceux qui mettons toute notre énergie sur quelque chose à un instant T. Un jour, je le mettrai dans complètement autre chose, mais je le mettrai dans complètement autre chose. Je ne ferai pas le truc à moitié. Du coup, c'est par choix. C'est pas parce qu'aujourd'hui je gagne très bien ma vie grâce au sport. Ce serait complètement mentir de dire ça. C'est pas du tout le cas. Mais en tout Dommage. cas, je choisis. Ouais, ouais, ouais. Non, mais après, c'est pas. Je dis pas ça du tout pour me placer en victime, hein, mais plus Non, non, c'est j'ai pas du tout envie enfin, des fois, on peut se dire, ouais, en trail, maintenant, il y a des très bons contrats, les mecs gagnent tous 100 000 euros par an. Bon, c'est pas du tout le cas. Et du coup, voilà, c'est vraiment par choix que je suis dans cette situation. Et voilà, pour me dédier à fond et puis pour avoir du temps de pratiquer comme j'ai envie de pratiquer, comme je suis passionné par la montagne et par évoluer en montagne à toute saison, ben, je me dédie à fond à ça. ok. Voilà. Parce que justement, ça peut, pour comprendre un contexte global, encore une fois, c'est bien d'avoir les infos complètes. Ça peut aussi expliquer le fait que bah, ça vient dans les avantages inconvénients, le fait que ça crée autant de pression sur le Ouais, résultat, parce que c'est 100% dépendant. ouais, Euh, mais en même temps, tu fais ça pour être 100% dédié à ton sport et à ta performance, ouais. et pour maximiser le résultat, versus une personne qui va dire je suis à 80% au boulot, en galère, je place des entraînements par-ci par-là, il sait qu'il n'est pas du tout optimal, mais il a la sécurité de l'emploi, il sait qu'il doit pas, qu'il réussisse ou Mm, qu'il réussisse pas, ça sera toujours mieux de réussir, on va pas mentir, bien évidemment, mais il y aura peut-être la pression qui sera un cran en dessous. C'est deux visions mm, aussi qui s'opposent. Et je sais qu'en mm, préparant l'épisode, on en a parlé. Moi, j'ai mon avis, tout le monde s'en fout, donc je le donne allègrement. Je suis pas forcément pour, je dis pas, il y a pas de généralité, mais je suis pas forcément pour ce côté double projet qu'on met très souvent en avant. Chez beaucoup d'athlètes, et souvent à tort parce qu'on fait un peu de storytelling et ça fait un peu rêver. Ça fait rêver ou justement ça fait du mal, justement, moi je pense. Mais le côté, oui, il a une activité, elle a une activité à côté, elle est ci, elle est gynéco, il est radiologue, tout le monde voit de qui je parle comme ça. Euh, il est ci, il est ça, mais enfin, je veux dire, déjà, c'est des cas hyper particuliers, mais moi, je comprends pas comment on veut mettre la perf au centre du sujet, la perf, l'athlète, qu'on veut emmener en haut voilà, en haut de son truc, en ayant un double projet, ça fait deux métiers en fait. Donc je comprends pas comment ça peut mm. marcher en fait. Ben, je trouve que ça rejoint un peu ce que je te disais sur la culture du c'est jamais assez. Hmm. En fait, comme tu disais, c'est très sexy de l'extérieur. C'est waouh, cette personne, elle excelle dans deux domaines parce que très souvent, c'est des métiers très valorisés, hein, veto, médecine, Hmm. ingénieur ou voilà. En fait, quand tu creuses, tu te rends compte que c'est loin d'être aussi idéal. C'est, et tu disais que tu parlais de mettre la perf au centre du projet, mais je dirais même de mettre le bien-être au centre du projet, Hmm. parce que en découle de cela la perf. Hmm. Et là, en fait, quand tu creuses justement, le bien-être, tu le cherches un peu, hein, quand la personne, elle se retrouve à faire des gardes et qu'elle te dit qu'elle bosse 60 heures par semaine et qu'en plus, elle fait 25 heures d'entraînement, mais que derrière, bah, elle arrive sur son objectif blessée, à bout ou quoi, et que ça, elle en parle sur les réseaux sociaux, parce que oui, il y en a qu'on en parlait vraiment sans tabou et qu'en plus ont une famille, des enfants et tout, bah, tu te rends bien compte que le bien-être de l'athlète, là, il Ouais. est mis derrière la paire, derrière le métier, derrière tout. Et en fait, moi, c'est ça que je trouve insoutenable. Et du coup, comme tu le disais, il n'y a pas de situation idéale. Moi, je ne vends pas du tout on doit tous être pro, on doit tous se dédier au truc. Et soit tu fais du sport, soit tu travailles, mais tu fais pas les deux. Moi, je dis pas ça. Je comprends qu'il y en ait qui disent, bah voilà, moi j'ai mon équilibre avec mon métier à côté. Ça me permet aussi de ne pas dépendre du sport. Et ça, typiquement, c'est parfois ça a été un peu dur pour moi aussi de me dire, ah, putain, là, mon projet dépend un peu de ce qui se passe dans le sport. Mais quand je mets tout dans la balance et que je m'interroge sur ce que j'ai envie et sur mon bien-être et sur ce que j'ai envie de vivre, sur ce que j'ai envie de construire, ben, la réponse, c'est bah, moi, j'ai envie de faire le truc à fond et de faire
que mon activité professionnelle, ce soit le sport, ce soit pas le sport et aussi quelque chose d'à côté. Et en plus, j'ai fait des études, en plus, je suis diplômé mais j'ai même plusieurs diplômes, je pourrais très bien faire d'autres choses à côté, c'est vraiment par choix et pas par contrainte. Je fais pas du Hmm. sport pour manger ou quoi, voilà. Oui, c'est comme ça que tu vois que tu vois ton projet, Ouais, quoi. Et du coup, est-ce que là, ouais. tout à l'heure, tu nous disais que depuis à peu près 2 ans, c'était un peu plus calme, enfin un peu plus stable. Est-ce que tu as trouvé le partenaire qui te suit dans ce projet-là, qui est justement un peu à ton image, un peu différent que ce qu'on peut entendre chez d'autres personnes? Ouais. Je dirais que j'ai trouvé deux partenaires et je pense que c'est pas peut-être pas ceux auxquels tu pensais en me posant la question. Mon Vas-y. premier partenaire, mon premier partenaire, c'est Lilian, du coup, mon entraîneur que tu as eu en podcast. Et c'est vraiment avec lui qu'il y a eu un switch. En fait, Lilian, ça a été un gros match parce que j'étais un peu dépité de ne pas trouver l'entraîneur, enfin en tout cas plus qu'un entraîneur, le partenaire sportif avec qui ça match. Et comme ben j'ai besoin de sens, j'étais pas du tout de ceux qui vont suivre une planif bêtement en me disant ouais mais bon si je fais tout bien derrière il y aura potentiellement cette perf à cette course. Ça en fait ça pour du court terme ça marchait mais encore une fois c'était pas durable. Et ça j'ai eu plusieurs expériences qui me l'ont démontré. Et Lilian, ce qui est cool et ce qui direct a fait que j'ai été emballé par travailler avec lui, c'est qu'on a le même âge et que je me suis dit déjà, il n'y a pas de relation de subordination. Jamais je me dirais, bah en fait, Lilian, je dois faire tout ce qu'il me dit parce que il a 10 ans de coaching derrière lui, il entraîne telle et telle personne, machin. Je me suis toujours dit, je pourrais toujours être franc avec lui sur mes envies, mes limites et tout, parce que bah, comme on en est à peu près au même point dans la vie et que aussi on se retrouve sur plein de, plein d'aspects mentaux, mais aussi sur plein on se retrouve sur nos visions un peu du monde. Et ben voilà, c'était top. Et du coup, on a réussi à construire un fonctionnement qui me convient hyper bien aujourd'hui. Donc, j'ai Mhm. jamais été aussi épanoui dans mon entraînement que depuis que je travaille avec lui. Et voilà. Et le deuxième partenaire qui m'apporte un peu ce contexte beaucoup plus stable, beaucoup plus fructueux, on peut dire, c'est ma copine. Où Un voilà, j'ai équilibre vraiment personnel, quoi. avec elle. Ouais, c'est ça. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui me manquait avant. Et là, il y a vraiment une grande stabilité. Tu as un noyau qui est dur et autour duquel tu peux construire. Mais tu n'essaies pas de construire sur un truc qui est branlant, quoi. Voilà. Après, du coup, après oui, depuis 2 ans, je travaille avec une autre marque qui ne met pas du tout de pression. Voilà, il y a d'autres choses, mais c'est un petit peu plus Tu extérieur travailles, que. moi je le sais, mais tu peux citer, c'était. Ouais, bah du coup, je suis avec Wise depuis fin 2023. Donc, c'est une marque annécienne qui fait du super matos de la tête aux chevilles parce qu'ils font pas de chaussures, ils font que du textile. Voilà, textile, bagage, retail. Voilà. Ok. Ils commencent à être un peu connus, donc je vais pas Ouais, les ouais, griller carrément, parce ils que font des ça. beaux produits. Ouais. Ouais. Ok, ouais, bah, dans tout ce que tu dis, enfin, ça transpire. Tu cherches avant tout, comme tu m'as dit, ça fait rigoler. Là, tu disais, je cherche pas un plan d'entraînement. Bah non, tu cherches de l'humain, quoi. Tu cherches tout simplement, tu cherches à créer quelque chose. Donc, ouais, je comprends tout à fait que si on t'envoie j'allais dire des PDF, non, mais du Nolio, quoi, bah, Ouais, c'est pas suffisant, ouais, quoi. puis finalement, ouais, puis en plus, l'entraînement, enfin, tu vois, comme je le disais, j'ai quand même un passé sportif qui commence à être assez lointain. Donc, l'entraînement, c'est la science de l'entraînement. Quand tu lis deux, trois livres, et maintenant Dieu sait qu'il y en a, c'est pas le truc le plus compliqué, quoi. En fait, C'est clair. moi, au final, ce que je trouve génial avec Lilian, c'est qu'on collabore et je suis tout autant, si ce n'est plus décisionnaire de ce que je fais à l'entraînement que lui. Et lui, il vient compléter ce qui me manque, il vient m'apporter des choses qui sont très précises
mais tu vois, il me fait jamais quasiment de plan à la semaine. Ça arrive Hmm. sur des périodes très, par exemple, avant les mondiaux, il va me faire les 10 derniers jours avant les mondiaux, où là, je suis un peu moins, c'est un peu plus difficile d'être instinctif parce que tu peux avoir le stress, tu peux avoir tout un tas de choses, et là, en général, il prend le relais. Mais sinon, on co-construit vraiment le truc. Et voilà, je crois pas du tout au fonctionnement. Je te fais un plan d'entraînement, tu le suis et puis il roule, quoi. Ouais, bah, c'est sûr que ça paraît compliqué, mais c'est vrai que Lilian, alors je sais plus si c'était pendant le podcast ou après, mais il disait qu'il allait justement tenter, enfin essayer un truc qu'il avait jamais encore fait avec toi, c'est, enfin, avec personne d'autre, de dire voilà, il y a telle séance qui serait bien calée cette semaine-là parce qu'on est dans tel cycle de développement. Mm. C'est toi qui gères ton temps, c'est toi qui gères ta fatigue, c'est toi qui gères la météo et tu fais, essaye de caser, pardon, ça dans ta semaine et puis et c'est comme ça que tu fonctionnes Mm. maintenant. Ouais, bah en fait, ce que j'ai essayé, c'est de, de revenir à un truc très instinctif. C'est-à-dire, comment tu t'entraînerais si tu étais seul, si tu n'avais pas de compète par rapport aux autres, si en gros, tu allais préparer telle épreuve. Ça peut être par exemple, tiens, je vais faire le tour du Mont Blanc. Tu dis, ok, je vais me préparer comment? Et en fait, là, tu aurais une façon de t'entraîner qui est beaucoup plus instinctive, beaucoup plus écologique et durable avec toi-même. Et du coup, j'ai vraiment essayé d'importer ça dans notre collaboration parce que lui, à l'inverse, il avait la vision très entraîneur, science et tout, qui peut être bien différente de ça. Et du coup, on en est venu à identifier des temps forts de, bah, ok, tu vas préparer telle course. Donc là, ce qui nous semble important tous les deux, c'est de passer telle séance. Et entre-temps, de récupérer pour pouvoir en faire le plus possible. Hein. C'est pas, encore une fois, je m'entraîne pas au doigt mouillé, hein, faut pas croire. Et, et du coup, bah, depuis, c'est comme ça qu'on fait. On va définir des orientations ensemble de, OK, en ce moment, je me verrais bien bosser ça. Est-ce que pour toi, ça fait sens à ce moment-là de l'année, qu'on entame un cycle de ce genre de séance? Là, il me propose des séances et moi, le matin, quand je me dis, OK, aujourd'hui, je me sens d'attaque de faire cette séance, je la fais. Si je me sens pas d'attaque, je fais autre chose. Et si j'ai mon pote qui me dit, putain, aujourd'hui, on va faire 5 heures de VTT, bah, la séance, je la fais le lendemain et je vais pas dire à mon pote, bah ouais, non, désolé, aujourd'hui, je fais une séance de home trainer. Enfin, l'instinct, c'est aussi ça. C'est, putain, de base, on est censé faire un truc qui est cool. Et aller faire 5 heures de VTT avec mon pote, c'est largement prioritaire. Alors bon, encore une fois, si tu es à 3 semaines des mondiaux, là, tu vas être un peu plus attentif sur le plan. Mais voilà, la priorité, c'est vraiment pas un plan rigide, voilà, c'est plus un plan à la carte où il y a des grandes lignes qu'on définit ensemble et Ok. on avance comme ça. Et on arrive gentiment à la fin de mes questions. Et sur l'aspect prep mental, alors coaching mental, on l'appelle un peu comme on veut, accompagnement, est-ce que c'est aussi facile, entre guillemets, de mettre des axes d'amélioration pour toi? Je m'explique. C'est assez facile de mesurer des trucs, hein, on mesure tout un tas de trucs maintenant, les data, les machins. Et tu manques de VMA, ta SV2 devrait être plus comme ci, moins comme ça, ta vitesse ascensionnelle, on peut la travailler, la muscu, etc. Donc c'est facile, on isole un sujet, on le travaille pendant quelques semaines et voilà, quelques mois. Est-ce que sur cette partie mentale là, tu fonctionnes de la même manière ou différemment? Comment ça marche? Euh, En fait, j'ai vraiment essayé ces dernières années de développer euh, mes sensations et la perception de mes sensations, la Ok, compréhension de mes sensations. ok, Et ça, que ce soit mentalement et physiquement, en fait. ok. C'est-à-dire que, par exemple, du coup, pour reprendre ce qu'on disait avec Lilian, mais je lui laisse volontairement pas mal de données en lui disant ça, je veux pas le savoir, parce que j'ai pas envie à un moment donné que ça brouille mes sensations et que ça vienne dominer ce que je ressens. Je Ton pense ressenti. que ouais, dans notre monde là, dans notre monde de la technologie, alors j'ai l'impression d'avoir un discours de vieux con, mais dans notre monde d'ultra connecté, de réseau, de tout ça, on se détache complètement de ce qu'on ressent, de ce qui se passe dans le présent.
de ce qu'on perçoit et l'instinct est complètement jeté, quoi. On réfléchit avec des ordis, on calcule, tu vois. Là, typiquement, on en parlait avec Lilian tout à l'heure. Maintenant, sur des gros athlètes, bah, les deux athlètes qui ont gagné l'UTMB cette année, bah, tout est calculé. Le moindre truc est calculé. Oui, et L'allure est calculée. on en fait la promo en plus. Beaucoup. Ouais, 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 non, c'est vraiment tout le monde, allez, on va tous là-dedans. Alors bon, ok, du coup, ça fait des belles perfs et super, hein. Peut-être que le jour où je serai en mesure de gagner l'UTMB, je creuserai aussi ce versant-là. Mais je pense qu'en fait, c'est pas, ça n'a pas lieu d'être tant que la base de connaissance de soi, des sensations et tout, Mm. n'est pas ultra développée. Et c'est ce que j'essaie de faire, du coup, pour te répondre avec le mental. Mm. J'essaye de me comprendre, d'apprendre à me connaître, d'apprendre à identifier des situations, des sensations, de comment je me sens, de qu'est-ce que j'ai besoin, envie de travailler. Voilà. Et ça va vraiment être ce qui guide un peu mes séances, ça va être ce qui guide même mon rapport à moi-même sur la période en cours, quoi. Et voilà, c'est pas du métrique, du mesurable, voilà, je suis pas de protocole non plus. Et on fait, avec ma coach mentale, on fait très peu de techniques, comme je le disais. On n'est pas sur des exos bêtes et méchants de, voilà, dans 2 semaines, tu as telle course. Alors, du coup, on va faire de la visualisation, de la respiration et on va planifier chaque portion de la course. On va le faire, mais en tout cas, ça va pas être là qu'on va mettre le plus de temps et d'énergie, quoi. Ok, ouais, hyper intéressant. Hyper intéressant, mais je peux que, euh, je peux que abonder dans ton sens où l'outil est censé être un. Et moi aussi, je suis pas contre du tout. Au contraire, j'adore aussi. J'adore. J'ai comme tout le monde, j'ai un iPhone, j'ai Strava, j'ai tout. Et je suis pas un athlète de haut niveau. Mais et du coup, mais par contre, oui, revenir au. Enfin, c'est un peu la base quand même. Et quand on l'oublie, parce qu'on se fait bombarder de partout aussi, on se fait bombarder d'infos, on se dit toujours qu'avec une pompe à 300, maintenant je sais pas combien ils les vendent les lames carbone, il y en a à 350, 400 balles, les Adidas. Ça ira peut-être mieux, tu vois, quand tu as des mecs comme moi qui courent le 10 km à peine en moins de 40 minutes, tu te dis oui, bah, je vais mettre 350 balles pour passer mes. Attends, tu vois. Mais Ouais. ça marche, tu vois, ça marche parce que ça tabasse de marketing dans tous les sens. Et on y croit. Et la montre Garmin, elle vaut 1 200 € maintenant. Il y a 5 ans, ça valait un peu moins, ça valait 450 balles. Ça était déjà c'était très cher. C'était déjà très, très bien. Enfin, bref. Mais oui, revenir Mais à. justement, Vas-y. pardon. Non, je voulais réagir sur ce que tu disais parce que justement, je trouve que, enfin, j'ai un peu, il y a un objet pour moi qui représente ce que tu décris, c'est la montre. Et ça m'a fait halluciner un peu dans mes années de haut niveau à quel point on est porté sur la montre. C'est-à-dire que quand je faisais du ski de fond, on avait tous un carnet d'entraînement et c'était à celui qui, à la fin de l'année, a le plus gros chiffre des volumes totaux, quoi, du carnet d'entraînement. Et finalement, limite, les résultats qui ont été faits pendant l'année, c'est secondaire. Hmm. Et là, dans un de mes précédents teams que je ne vais pas citer, j'étais halluciné de voir les athlètes faire des tours de parking quand il y avait marqué 2 heures Pour sur arrondir, le plan et qu'on arrivait au logement à 1h57, quoi. Et qu'il y a un moment, mais attends, tu vas développer quoi comme compétence à faire des tours de parking? Et du coup, j'ai pris le contre-pied de ça et je le fais encore, mais pendant des périodes plus ou moins longues, je m'entraîne sans montre. Et en fait, et je fais même des intenses sans montre, et alors là, j'en entends qui vont grincer des dents. Mais en fait, il y a un moment, typiquement, faire des intenses à plat sans montre, le but, c'est quoi? C'est d'aller vite. Ok. Mais moi, que je tourne mes 400 en 1,10, en 1,14 ou en 1,8, globalement, on s'en fout, hein. ouais, pour Juste du le trail but, c'est long, d'aller. ouais. Ah ouais, c'est ça. Le but, c'est d'aller à peu près vite. Et du coup, je me suis mis à m'entraîner sans montre. Au début, ça m'a un peu manié. Et j'ai plein de copains athlètes à qui j'ai dit ça. Et ils me disaient, mais comment tu fais? C'est impossible. Et ton entraîneur, comment il fait? Machin. Mais en fait, juste, tu regardes l'heure quand tu pars, tu regardes l'heure quand tu rentres. Tu sais à peu près que voilà, tu as couru 2 heures. Si jamais à un moment tu as fait une intense, bah, le but finalement, c'est ce que tu as fait. C'est pas ce qui va être posté sur Strava. C'est pas ce que tu vas mettre dans ton carnet d'entraînement. Et de revenir à ça, j'ai même fait des courses sans montre. Ça m'a vraiment permis aussi, bah, justement de développer.
mes sens, ma perception de l'intensité, mes sensations et tout. Mm. Et voilà, et ça, je trouve Ah ça bah, hyper précieux. Et des fois, quand je me sens un peu trop accaparé par tout ce que je disais, j'enlève la montre, je reviens à l'essentiel, je reviens à ce qui a le plus de sens. Et là, tout s'aligne. Ouais, alors la montre, je rajoute, je remets une couche, je remets une pièce, parce que j'en ai parlé il y a pas longtemps en plus, et à tous ceux qui écoutent, aux centaines de milliers, non, je déconne, pas encore, aux auditeurs là qui écoutent le podcast, faites cet exercice. Alors, c'est pas juste un truc de mode, course en montre, remets-toi à tes sensations comme un animal. Bon, si vous avez envie, faites-le que pour ça. Mais juste, je crois que c'était Théo Robin de Cap Prévention qui a fait une petite préparation mentale, qu'il avait identifié deux, trois axes d'amélioration sur ce côté-là. Et il était, bah, peut-être par son métier, très, très, très data. Il fait passer des tests, des batteries de tests à des gens toute la journée. Donc, bah, il a beaucoup de mal à s'en détacher. Et sa prep elle lui avait dit enlève ta montre pour faire une course en plus. Et mais une course pas objectif. Et il disait que ça c'était un peu chaud quand même de faire la course sans montre. Et il dit j'ai trouvé un entre-deux, j'ai mis du tape dessus. J'ai mis deux tapes, comme ça je suis sûr de pas voir. Et en plus c'était l'hiver, il y avait des couches par-dessus, des gants et tout. Et en fait, la seule chose le message que je voulais faire passer là, c'est le fait d'avoir votre montre peut-être, ou de l'enlever, c'est encore mieux. Mais si vous voulez absolument avoir vos métriques et tout après dans votre base de données, pourquoi pas, euh, vous allez juste vous rendre compte à quel point on la regarde tout le temps. Mais tout le temps, en fait, c'est quand on la masque qu'on se rend compte au début qu'on va faire comme ça toutes les minutes, peut-être même toutes les 20 secondes des fois, et que ça devient obsessionnel. Et bah, comme quelqu'un qui se ronge les ongles ne se rend pas compte qu'il a les doigts dans la bouche toute la journée quasi. Voilà, c'est ce truc obsessionnel-là. Et on va pas parler de charge mentale, mais c'est des choses qui viennent se surimposer à soi et qui empêchent en fait d'être cool, en fait, d'être tranquille dans sa pratique et d'être vraiment dans la pratique. Et on est en train de regarder, est-ce que je suis à 10 km heure? Ah ouais, mais si je suis à 9,9, c'est chiant. J'accélère pour être à Ouais. 10. Enfin, ouais, que des trucs comme ça. Et juste le fait de le faire, c'est pour ça que je voulais en rajouter une couche. Faut le faire juste pour s'en rendre compte. Juste pour le plaisir d'avoir une petite conscience de soi supplémentaire, de se dire, putain, c'est fou, qu'est-ce que je la regarde, cette montre? C'est un truc de malade, quoi. Et ouais, Ouais. je trouve ça ouf. Ouais, bah, comme tu dis, t'es dans l'analyse et t'es pas dans la pratique. Ouais. Ah bah Et oui. il y a un moment, faut sortir de l'analyse, fais ce que tu fais au moment où tu le fais. Et voilà. Et puis l'analyse, franchement, des fois, pour ce qu'on est analysé, franchement, on ferait mieux de rien analyser du tout. Et Bah, au final, juste- oui. Au final, enfin, ça reste, on est obligé d'analyser des trucs, mais au final, il y a des séances qui se passent super bien parce qu'on est en forme, d'autres qui vont être catastrophiques parce que c'est pas le jour. Et puis, qu'est-ce que tu veux? Tu veux comparer quoi? Il y a rien à comparer. J'étais pas en forme, j'étais pas en forme. Enfin bref, c'est sur du long terme que ça se voit. Bon, allez, ça fait déjà 1 heure là, je t'avais promis 1 heure. Dernière petite question, est-ce que avec tout ça, aujourd'hui, est-ce que t'es plus apaisé dans ta pratique? ouais, carrément. Là, sans hésiter, je suis beaucoup plus apaisé. Il y a eu certains moments où je me demandais ce que je foutais là. Je me souviens même quand je faisais du ski de fond, le matin des cours, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Et même plus tardivement dans le trail, il y a eu certaines périodes où j'étais plus du tout aligné. Et vraiment, je m'entraînais sans comprendre pourquoi j'allais m'entraîner. Et ça, c'est plus du tout le cas, quoi. Et je pense que c'est vraiment ce qui explique que bah, cette année, que j'ai eu une super année avec des bonnes perfs, avec l'équipe de France, les mondiaux et tout. C'est que ouais, je me sens apaisé, aligné, du coup motivé, tout a du sens et on y va, quoi. Et du coup, c'est génial. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de mieux pour 2026? De continuer. Je vais pas être dans une logique d'expansion ou de gagner plus ou de tout ça, mais vraiment de continuer à entretenir et à consolider ces bases-là, de continuer d'être en bonne santé physique et mentale, parce que je suis pas blessé depuis un moment et je vais bien depuis un moment. Et ça, c'est vraiment le truc que j'ai envie de me souhaiter. Et je sais que la perf en découlera, les bonnes courses en découleront.
la hausse de mes capacités en découlera. Et du coup, voilà. Mais c'est Mm. pas ça que je vise en premier lieu. Et tu as déjà tracé les traits de ton année 2026? C'est en cours. Ce qui est sûr, c'est que je vais opérer une petite transition vers des formats plus longs, qui me font rêver et qui sont plus en phase finalement avec ce que j'aime faire à l'entraînement. Mm. Donc, je sais que je serai normalement au 90 du Mont Blanc. Ok, Du coup, voilà, c'est mon premier de ce format sur un temps de course pareil. Et voilà, c'est une belle course, même si je suis pas forcément adepte de tout ce qui se passe à Chamonix. Là, le parcours est magnifique et ça me motive. Et autour de ça, je suis en train de réfléchir ce que je ferai en amont et après ça, c'est encore en réflexion. J'ai pas mal de pistes, mais je veux pas les dévoiler parce c'est pas que ça encore. m'engagerait. Ok, ok, Ouais. ok, ça roule. Allez, la dernière. Qu'est-ce que tu aimerais entendre derrière ce micro? Discuter avec moi de préparation mentale, une personnalité, même un athlète, quelqu'un qui t'inspire. Eh ben, j'en pense à deux. La première, du coup, ce serait Elodie, du coup, ma préparatrice mentale. Je trouve qu'elle a une approche qui gagne à être écoutée. Elle est, du coup, comme je le disais, beaucoup sur l'humain, beaucoup sur la psycho, beaucoup sur le global, très peu sur la technique, mais beaucoup sur le global. Et voilà, moi j'adore ça et je trouve que c'est, enfin, voilà, je trouve ça beaucoup plus, que ça a beaucoup plus de profondeur et de sens que certains autres discours qu'on peut entendre. Et pour autant, c'est pas ce genre de discours qu'on entend le plus. Donc voilà, je t'encouragerais à discuter Ça avec marche. elle. En plus, elle a pas une grosse activité en prépa mentale parce que bah, elle est prof à la fac et du coup pour l'instant c'est un peu annexe sa partie prépa mentale. Du coup, je pense que ça C'est peut être Elodie intéressant comment? de. Élodie Varenne, Ok, VA2RAINE et, ça marche. et voilà. Et sinon, une deuxième personnalité, si jamais ça t'intéresse, j'ai pensé à Benjamin Roubiol parce qu'il m'a énormément inspiré cette année. Sur deux temps forts, donc les championnats de France et les championnats du monde. C'est quelqu'un qui instinctivement a des capacités mentales qui sont phénoménales. Tu vois, l'anecdote qui m'a marqué, c'est il va au championnat de France de kilomètres vertical sur lesquels il fait pas du tout une course à la hauteur de son niveau. Il aurait pu se démobiliser complètement, descendre un peu dans une spirale de perte de confiance et tout. Et le gars, une semaine après, champion de France avec la manière. Et franchement, ce switch-là, moi, ça m'a un peu fasciné. Et pareil, j'ai eu une discussion la veille des mondiaux avec lui, où on a petit déjeuner ensemble et je lui disais, mais putain, comment tu te sens? T'es champion du monde en titre, comment tu vois les choses? Est-ce que tu te sens attendu? Est-ce que tu te mets la pression? Et lui il dit non. Franchement, non. Moi, je sais que je suis prêt, je me sens bien. Forcément, il y a un petit peu plus de stress qu'il y a 2 ans quand personne l'attendait. Mais franchement, à chaque fois, il me met une claque de sérénité, de calme, juste du calme, quoi. Et je pense que sa plus grande force, au-delà du physique, au-delà de tout un tas de choses, c'est vraiment son mental, c'est vraiment son mode de vie, son rapport à lui-même peut-être. Et voilà, je trouve qu'il est hyper inspirant. Ah, ça serait très très bien, mais alors je dis un mais je vais évidemment essayer de le contacter, mais il est pas facile à avoir, Benjamin Roubiol en interview. C'est Non, pas le plus grand des bavards, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. non, ça c'est clair. C'est pour ça que je C'est t'en ai proposé deux, parce que je me suis dit que ce serait peut-être pas celui le plus facile Mais ça fait à plusieurs avoir. fois, ça fait plusieurs fois qu'on me parle de Benjamin Roubiol. J'aimerais beaucoup parce que ouais, j'aime bien voir tout type de personnalité et c'est vrai que c'est une personnalité à part quoi. Tu peux pas, il est vraiment vraiment à part quoi dans le game du trail comme on dit. C'est vraiment impressionnant quoi. Ok, bah écoute, Bah, ce serait- merci beaucoup Johan pour ton temps. Merci d'avoir répondu à mes questions. Je te souhaite le meilleur pour 2026 et la suite et le reste des années, hein, parce qu'on va pas s'arrêter à 2026. Et puis voilà, merci pour tout.
Merci à toi. Bonne suite à toi aussi. Ciao. Ouais. Cet épisode est déjà terminé, j'espère qu'il vous a inspiré ou apporté des pistes concrètes d'évolution. Si c'est le cas, merci de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est un geste simple mais tellement important pour soutenir ce travail indépendant et continuer de vous proposer des invités de qualité. Si vous souhaitez aller plus loin et optimiser votre préparation mentale, contactez-moi directement via mes différents canaux. Le premier entretien découverte est gratuit. Pour suivre mon actualité, je vous donne rendez-vous sur Instagram et LinkedIn. À la semaine prochaine dans un prochain épisode d'Ultra Mental.